Alors, TP partie 11, compte 1. Donc, on veut maintenant créer une nouvelle classe pour modéliser un compte bancaire rudimentaire. Préalable, partie 10, module 14, classe de données, partie 2. Donc, merci à Mathieu pour ses précieuses remarques qui ont contribué à améliorer cette présentation. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par, disons, coder quelque chose de base en ce qui concerne le compte 1. On va coder ensuite quelques, disons, méthodes supplémentaires. On va ajouter le tout dans le TP console, donc dans la partie console, et on va conclure. Alors, la partie compte 1. Donc, on veut définir une nouvelle classe compte 1, on l'a ici, pour modéliser un compte bancaire. Donc, mais qu'est-ce qu'un compte bancaire sinon une tirelire sur laquelle est apposé un numéro et le nom du titulaire du compte? Donc, c'est ça. Un compte, c'est ni plus ni moins qu'un genre de tirelire virtuel, si on veut, sur laquelle on a mis un numéro et qui est possédé par quelqu'un, donc un titulaire. Comme on le voit ici, c'est écrit numéro entier positif et titulaire string non blanche. Donc, en C#, coder la classe compte 1 dans un nouveau projet banque libre. Vous l'avez ici, banque libre. Donc, libre, ça veut dire DLL, donc pas console, DLL, librairie, library, bibliothèque en français. Donc, et on a notre classe compte 1 dans laquelle on a le numéro, on a le titulaire et on a le constructeur ici qui prend un entier, le numéro, la string, le titulaire et un nombre décimal qui est le, disons, le montant initial qui se retrouve dans le compte. Par défaut, ce montant-là est 0. Donc, tous ces arguments-là doivent être proprement validés directement ou indirectement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ajouter le fichier testcompte1.c# dans le projet test et vous devriez avoir l'ensemble des tests ici qui vont passer. Donc, fait à noter, c'est que ici, bon, vous avez construction de base, construction avec montant. Ici, vous avez construction numéro invalide, titulaire invalide, montant invalide, qui sont les trois arguments. Donc, on teste ces trois arguments-là dans trois tests différents. Et normalement, il y a des exceptions qu'il faut lever dans ce temps-là. Et ces exceptions-là doivent envoyer un certain message. Donc, c'est sûr que votre message, vous ne savez pas c'est quoi le message qu'il faut envoyer, parce que je ne vous l'ai pas dit c'est quoi le message qu'il faut envoyer. Okay? Mais, quand votre test va échouer, vous avez juste à aller voir où ça échoue dans le code, puis vous allez voir, ça va dire, ben, le test a échoué parce que la string du message, c'est pas cette string-là. En fait, vous avez juste à faire un copier-coller de la string qu'il y a dans le test, puis vous la mettez dans votre new exception, puis ça va marcher. OK? Donc, c'est ça. La string, je vous la donne pas, mais vous allez voir dans le test bien là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas... en fait, Mathieu m'a dit que lui trouvait que c'était comme... je sais pas, mais il avait pas aimé tellement cette façon de faire-là. Moi, personnellement, c'est sûr que je pourrais le dire d'avance, mais... Ouf, je trouve que d'aller voir dans le test, pour vous, c'est pas une mauvaise chose. Donc, je suis pas contre cette façon de faire-là, mais ça se peut que ce soit un peu rebutant pour certains. Mais le fait d'aller gosser un peu dans les tests, là, c'est bon, c'est pour vous. Donc voilà, vous vous arrangez, vous modifiez, c'est pour vos initiales, comme d'habitude, et vous faites partie du cas. Une fois que c'est fini, commit and push. Okay, donc, grâce à l'héritage, c'est assez simple de coder la classe compte, puisque toutes les opérations sont héritées. Parce qu'ici, effectivement, vous avez opération de base, mais vous n'avez rien à faire pour ça, parce que je veux dire, les opérations de base sont héritées de tirelire et de actifs vidables, décimales, déposés, retirés. Donc, ces opérations-là, vous n'avez même pas besoin d'y toucher. Donc, ça, vous l'avez gratos, en quelque sorte. Okay? Donc, ce test-là devrait passer automatiquement si vous avez bien fait les choses. Donc, voilà. Vous pouvez faire un commit and push.
Alors, opération supplémentaire. Donc, dans la classe compte 1, ajoutez les opérations, les méthodes suivantes. Donc, un constructeur de copie, une redéfinition de la méthode toString et une redéfinition de la méthode equals. Ah, le constructeur de copie, il l'a 2 fois. Donc, je reprends une définition de la méthode toString, une redéfinition de la méthode equals et un constructeur de copie. Donc, vous l'avez ici, en fait, vous avez le constructeur de copie d'abord, la toString, le equals. Donc, notez que, qu'est-ce qu'on s'attend pour la méthode toString? Okay, la méthode toString doit retourner quoi? Doit retourner une string, bien entendu, qui comprend quoi? Le numéro de compte, son titulaire et le montant total au format monétaire. Pourvu que vous ayez ces 3 choses-là dans votre string, dans n'importe quel ordre, avec ce que vous voulez au travers, le test va passer. OK? Donc, c'est ce que la toString doit retourner. Pour ce qui est de equals, ben, ça doit être equals. Puis pour ce qui est de constructeur de copie, ben, ça doit être le constructeur de copie. Allez voir le module 14 pour voir comment on fait ça, si jamais vous vous demandez. Vous avez juste à rajouter les tests. Ici, vous ajoutez le test testé compte 1 supplémentaire, et vous allez avoir ces tests-là qui vont s'ajouter, T4, T5, T6, et voilà, vous avez juste à tester, mettre votre saisie. Ce qui va se passer cependant, c'est que vous allez avoir un avertissement résiduel. Pourquoi? Parce qu'en principe, lorsqu'on redéfinit equals, il faut aussi redéfinir la méthode getHashCode. Donc si vous allez sur compte, ça va être souligné comme ça, en jaune, et ça va être écrit compte 1 se substitue à object equals, mais pas à object getHashCode. Donc, j'aime pas trop la formulation française ici. Peut-être qu'en anglais, ça serait mieux, là, mais c'est pas trop compréhensible. Mais ça veut dire que on a redéfini equals, mais on n'a pas redéfini getHashCode. Donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement, si vous cliquez ici sur l'ampoule, ça va être écrit remplacer object.getHashCode. Remplacer, encore une fois, j'aime pas tellement ce terme-là, j'aimerais mieux redéfinir object.getHashCode. Donc, vous cliquez là-dessus pour redéfinir object.getHashCode et Visual Studio va, en fait, va vous mettre getHashCode, va faire throw not implemented exception, quelque chose de genre. Vous avez juste à... Ah non, c'est ça qu'il va faire ici. Quand vous allez cliquer là-dessus, il va générer ce code-là ici, getHashCode, returnBase.getHashCode. Puis ça, c'est très bien, mais on va l'améliorer un peu là, à la prochaine diapo. Ah non, c'est-à-dire, non, modifier le code pour invoquer la version du parent. Non, en fait, non, je me mélange. Je veux dire, il va générer throw not implemented exception, puis vous modifiez pour ça. OK? Pour returnBase.getHashCode. À quoi ça sert getHashCode? Je veux pas rentrer dans les détails parce que vous avez pas vu ça, puis ça demanderait de... Je vous explique un paquet d'affaires autour de ça, mais je veux dire, on va le voir en Prog 3. En Prog 3, vous allez voir ça, puis je veux dire, ça sera plus un secret pour vous, mais là, on n'en parle pas. Donc, puisqu'on a maintenant plusieurs constructeurs dans la classe, on doit annoter celui qui va être utilisé par la désérialisation JSON. Donc, pour le constructeur, disons, standard, qui prend un numéro, un titulaire, un montant, ben, on l'ajoute la notation JSON Constructor. Alors, en résumé, on a ajouté quelques fonctionnalités additionnelles à notre classe, comme un constructeur de copie et les méthodes toString equals. Cependant, puisqu'on a redéfini equals, il a fallu aussi redéfinir getHashCode. On a utilisé la notation JSON Constructor pour marquer lequel des constructeurs doit être utilisé lorsqu'il y en a plusieurs par la désérialisation. Donc, on peut faire un commit et pousser le tout. Finalement, on ajoute une option du menu ici, mon compte, qui affiche le total, le montant total ou le solde du compte, et une option F ici qui permet d'accéder au menu de compte. Quand vous sélectionnez le menu de compte, vous obtenez une saisie comme celle-ci. Donc là, commencez par déposer 1000 $ dedans. Vous allez avoir l'historique comme ça qui va s'afficher. Vous allez avoir le numéro de compte qui s'affiche ici, numéro 1. Et vous allez avoir le titulaire, vous-même, et vous allez avoir le solde ici, 1000. Okay? Donc, voilà, vous faites une saisie de tout ça. Ici, évidemment, c'est votre nom. Et ici, le compte, c'est numéro 1. Si vous allez voir le JSON, vous allez voir que ça va être écrit que le numéro, dans le numéro mon compte 1, ça va être écrit que le numéro, c'est 1. Vous allez avoir le titulaire qui va être vous-même.
et le montant total qui est 1000. Faites votre saisie. Maintenant, on peut modifier le JSON lui-même. Donc, dans le JSON, ajouter l'unique à votre nom et modifier votre numéro de compte pour 111, puis réafficher le menu de compte. Vous allez avoir à ce moment-là, le compte, ça va être écrit 111, et le titulaire, ben, ça va être Frédéric Guérin l'unique, en fait, ça va être vous, l'unique, et le solde, ben, va être inchangé à 1000 $. Donc, en résumé, un menu de compte permet d'afficher les informations relatives au compte et d'effectuer les opérations habituelles. Vous avez juste à faire un commit et pousser le tout. En conclusion, on a créé une nouvelle classe compte 1 qui hérite de la classe -9. On lui a ajouté un constructeur typique, un constructeur de copie. On a aussi redéfini les méthodes toString et equals. Finalement, on a ajouté une instance dans TP Console avec son propre menu. Donc, vous pouvez saisir votre historique ici avec toutes les zones bien visibles. Et vous mettez votre note ici. Donc, première partie 3 points, deuxième partie 3 points, quatrième partie 4 points, total 10 points. Remettez sur les A comme d'habitude. Voilà, c'est fini.